Mais tout d'abord, c'est Yann Brossa, sénateur de Paris, porte-parole national du PCF, qui est avec moi. Bonjour Yann Brossa. Bonjour. Et soyez le bienvenu. Merci à vous. On va commencer par la colère des agriculteurs, pêcheurs, transporteurs routiers. On le voit, des premières mobilisations ce week-end. Et puis ce matin, le périphérique parisien qui était bouché. Il y avait une opération escargot. Ils ont été reçus. Ils sont en colère, évidemment, parce qu'il y a cette flambée des prix à la pompe due à la guerre au Moyen-Orient. Ils sont ici en colère envers le gouvernement qui ne débloque pas suffisamment d'aide. Vous comprenez leur colère ? Ah oui, je les comprends, je les soutiens, je la partage. Ils sont évidemment les victimes collatérales d'une situation internationale qui conduit à une hausse du prix des carburants. Ils disent, et je les comprends aussi, que les aides du gouvernement sont insuffisantes et par conséquent la mobilisation qui est la leur est parfaitement légitime. Pourquoi elles sont insuffisantes en fait selon vous ces aides du gouvernement ? Il y a déjà une enveloppe de 50 millions d'euros. Ça ne va pas, il faudrait faire plus, il faudrait moins cibler, il faudrait que toute la population en bénéficie. Quand des gens se mobilisent, par définition, c'est qu'ils ont raison de le faire. Quand on est agriculteur et qu'on se mobilise, qu'on monte à Paris, c'est parce qu'on a des raisons légitimes de se mobiliser. Donc c'est eux qui sont juges et qui savent si ces aides sont suffisantes ou pas. Moi, je pense qu'on a évidemment besoin d'aides plus importantes pour les entreprises, pour les exploitants agricoles, vous le disiez à l'instant, par exemple, pour les pêcheurs aussi, qu'on a aussi besoin de soutenir les ménages, parce que ce sont les ménages qui sont aussi confrontés à une hausse du prix des carburants, en tout cas celles et ceux qui ont besoin d'utiliser leur voiture, par exemple, pour aller au travail. Et donc, le gouvernement serait bien inspiré de revenir à ce qui existait par le passé, c'est-à-dire des taxes flottantes, des taxes sur les carburants qui baissent lorsque le prix de la matière première augmente. Ça, ce serait une mesure concrète qui permettrait de remédier à cette crise du pouvoir d'achat qui préexistait à ce qu'on connaît maintenant, mais qui est aggravée par l'augmentation du prix des carburants. Le Rassemblement national propose de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur justement les prix du carburant. Vous êtes d'accord avec cette proposition ? Je me fiche totalement des propositions du Rassemblement national. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. Et en l'occurrence, mais justement, est-ce que cette baisse des taxes, moi, je pense qu'il serait juste de baisser les taxes sur les carburants lorsque le prix de la matière première augmente. C'est-à-dire que on compense l'augmentation du prix de la matière première par une baisse des taxes. C'est-à-dire que l'État baisse les taxes, l'ensemble des taxes qui pèsent sur les carburants. Donc, TICPE et TVA. Exactement. Les deux. Exactement, mais ça existait par le passé. Lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, on a, il y a quelques jours maintenant, rendu hommage à Lionel Jospin. Quand il était Premier ministre, on a mis en place la taxe flottante. Je ne vois pas pourquoi ce qui était possible par le passé n'est plus possible aujourd'hui, d'autant qu'on a effectivement une augmentation extrêmement sensible du prix des carburants qui effectivement impacte durement le pouvoir d'achat, y compris de ménages ou d'entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté. Mais la situation des finances publiques nous le permet-elle ? On entend de nombreuses voix, notamment le gouverneur de la Banque de France qui dit mais on n'a plus les moyens, on ne peut plus regarder la situation. Nous sommes dans le rouge. Dans ce cas-là, regardons tout. Vous savez, je suis sénateur, vous l'avez dit tout à l'heure. Nous avons mené avec Fabien Gay une commission d'enquête parlementaire sur les aides publiques aux entreprises. Nous avons révélé que chaque année, et ça continue, l'État verse 211 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises sans contrepartie. Est-ce que c'est normal de verser des aides publiques à un certain nombre d'entreprises qui versent des dividendes astronomiques à leurs actionnaires, qui licencient, qui font de l'optimisation fiscale ? Non. Et donc, par exemple, plutôt que d'aider ces entreprises-là... Les entreprises ne font pas de l'optimisation. Vous avez tout à fait raison. Voilà, il y a plein d'entreprises qui tirent le diable par la queue aussi, qui ont du mal à essayer. Exactement, notamment celles qui se mobilisent aujourd'hui. Et c'est raison de plus pour dire que ces aides publiques devraient être conditionnées. Un certain nombre d'entreprises n'ont pas besoin d'aide publique. Je le dis très clairement, des entreprises qui licencient ne devraient pas bénéficier d'aide publique. En revanche, des entreprises qui, effectivement, par exemple, sont impactées en ce moment par l'augmentation du prix des carburants, elles devraient bénéficier d'aide publique. On met des critères. Vous savez, c'est quand même dingue. Aujourd'hui, pour toucher le RSA, il faut faire un certain nombre d'heures de travail. Donc, on conditionne le versement du RSA. Par contre, quand vous êtes une grande entreprise, vous pouvez toucher des aides sans aucune espèce de contrepartie. Ben non, ça ne peut pas être de poids, de mesure. Écoutez, Catherine Chevaux, elle est chef d'entreprise, justement, vous en parliez. Elle possède une flotte de 16 cars de tourisme et elle espère des mesures ciblées donc, pour permettre à sa trésorerie de ne pas sombrer et donc de ne pas licencier. Elle était au micro d'Alexis Bourdon sur Europe 1. On n'a aucun moyen de réindexation du prix du gasoil sur nos contrats. Beaucoup d'annulations, beaucoup de non-commandes, sachant que nous, notre saison débute à partir du mois de mars pour se terminer grosso modo en octobre. Aujourd'hui, les commandes sont relativement faibles, les gens sont dans l'attentéisme. Et puis surtout, quand on sort un autocar aujourd'hui, ou un camion, c'est pareil, on perd de l'argent, quoi.
Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord une aide ciblée tout de suite, comme à l'identique de 2022, avec effectivement un montant forfaitaire donné à la carte grise, c'est-à-dire une société à 15 cartes grises, une aide forfaitaire par carte grise, ça pour aider ce qu'on a déjà passé, et après une aide ciblée sur le carburant. Voilà, elle est très concrète, Catherine Chevaux. Vous l'aidez, vous ne l'aidez pas? Est-ce qu'elle fait partie des bien gens sûr, que l'on aide, Yann Brossat? c'est évident. En l'occurrence, personne ne peut contester le fait que ces entreprises-là, notamment celles qui sont directement dépendantes du prix des carburants, ont besoin d'être soutenues. Ça n'est pas le cas de l'ensemble des entreprises. Une fois de plus, on cible, on critérise, mais on ne verse pas de l'argent partout en saupoudrant sur l'ensemble des entreprises, y compris de celles qui n'en ont pas besoin. On continue notre entretien. Je suis en compagnie de Yann Brossat, sénateur de Paris, porte-parole national du PCF. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé ces 15 derniers jours à la suite enfin ces 15 derniers jours ou même depuis la semaine dernière à la suite des élections municipales. Je voudrais vous faire écouter Olivier Pellan. Olivier Pellan était maire élu de Montcontour en Bretagne et il a démissionné. Donc, 15 jours après avoir été élu, après avoir été victime d'intimidation, il témoignait sur CNews hier. Écoutez-le. J'ai pris mes fonctions le 21 mars à 10h et dans la nuit de samedi à dimanche, on a été victime de dégradation des tags sur mon domicile. J'étais visé personnellement, j'ai déposé plainte. Jeudi après-midi dernier, mon véhicule qui était stationné, puisque j'étais en mairie toute l'après-midi, a été vandalisé. Voilà, cela fait beaucoup. Niveau impact familial, c'est aussi sur le mental de la famille et moi-même, c'est compliqué. Tout simplement, je ne vois pas comment je peux m'engager dans un mandat et décider et avoir des projets et dans la crainte que la boule au ventre, que toujours que quelque chose vienne se passer dans mon bien, sur mon bien personnel. Yann Brossat, est-ce que vous comprenez Olivier Pellan qui jette l'éponge? Bien sûr, jours après n'avoir été élu. Bien sûr, je le comprends et c'est un constat d'échec terrible pour la République parce que on parle de quelqu'un qui a décidé de s'engager pour la collectivité, qui bénéficie du suffrage universel puisqu'il a été élu et qui, du fait des intimidations qu'il subit, des violences qu'il subit, finit par renoncer à son mandat. Et donc, bien sûr, c'est un échec pour la République, de même que je condamne évidemment ce qui s'est passé à Fresnes il y a quelques jours avec une mairie qui a été saccagée dans la foulée des élections municipales. On a besoin de soutenir nos maires, surtout qu'on l'oublie trop souvent, mais bon nombre de maires, notamment les maires des petites communes, s'engagent sans avoir quasiment rien en retour. On a plus de 500 000 élus locaux en France et des élus locaux qui, pour une bonne part, pour une majorité d'ailleurs, ne touchent pas d'indemnité. Et donc, ils doivent être soutenus et cette violence doit être effectivement combattue. Il y a eu cette mairie de Fresnes saccagée, il y a eu ce maire qui est obligé de démissionner parce qu'il a des intimidations sur son véhicule, sur son domicile personnel. Il y a eu ces maires qui ont été injuriés, hués à la suite du second tour des municipales. Qu'est-ce que cela dit de notre société et de notre démocratie, toute cette violence? Une société de plus en plus violente, mais j'ajouterais à ça un certain nombre de maires. Je pense en particulier au maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui ont été victimes d'une violence raciste, excusez-moi de vous le dire, mais lorsque sur CNews, Bali Bagayoko, élu au premier tour à Saint-Denis, qui est une ville de 150 000 habitants, est comparé à un singe, lorsque Michel Onfray le compare à un chef de tribu, vous ne croyez pas que c'est grave? Vous ne croyez pas que quand on traite de cette manière-là des maires élus au suffrage universel, une fois de plus, qu'on le compare à un singe, on a des choses qui sont extrêmement graves. Et donc, tout le monde devrait se calmer. Tout le monde devrait aussi se regarder dans le miroir et se remettre en cause. On ne peut pas, de cette manière-là, traîner dans la boue des hommes et des femmes qui ont été, une fois de plus, élus au suffrage universel. Du respect dans le débat public, ça vaut pour tout le monde et ça vaut sur tous les bancs. Alors, Yann Brossat, là vous faites référence à un événement qui a eu lieu ce week-end sur CNews, pas sur Europe 1, et je voudrais vous faire écouter le docteur Jean Dorido, ce psychologue que vous venez de mentionner. Écoutez exactement ce qu'il dit. C'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Par conséquent, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir. Je ne veux pas faire de procès d'intention, je ne connais pas ce monsieur. Maintenant, monsieur l'ancien sous-préfet le rappelait, nous sommes dans une démocratie, un état de droit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il ne vise pas personnellement, il dit nous, il n'y dit... Vous plaisantez, enfin, excusez-moi. Nous, vous et nous. Excusez-moi, il s'est défendu. Pourquoi est-ce que quand il parle de Bali Bagayoko, il parle d'un singe?
excusez-moi de vous le dire, pourquoi est-ce qu'au moment où il est question du maire de Saint-Denis, en l'occurrence il s'appelle Bali Bagayoko, c'est un enfant issu de l'immigration, pourquoi est-ce qu'il parle d'un singe? Je veux dire, comment, dans son esprit, on passe de Bali Bagayoko à un singe? Tout le monde a bien compris ce dont il s'agit. Il s'agit d'un racisme crasse et caricatural. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait un signalement à l'Arcom. Et vous le savez comme moi, ça n'est pas la première fois que sur CNews, on entend ce type de propos. Une fois de plus, je pense qu'on a besoin d'une remise en cause générale et d'une réflexion sur les propos qu'on tient. Le racisme, dans notre pays, ça n'est pas une opinion, c'est un délit et ça mérite condamnation. Et en l'occurrence, je n'ai aucun doute sur le fait que ces propos tombent sous le coup de la loi. Ce sera évidemment le rôle de la justice de le déterminer. Mais heureusement qu'il y a une enquête qui est ouverte. Mais vous savez, quand on fait ça, on insulte des millions de nos concitoyens. Vraiment. Et donc, si on ne veut pas que notre société soit à feu et à sang, on a besoin de faire extrêmement attention. Vous pensez qu'il y a un lien tient. entre les images qu'on a pu voir après le second tour et ces propos-là? Je pense qu'il y a trop de violence dans notre société et que tout ce qui contribue à jeter de l'huile sur le feu, le racisme en particulier, toutes les formes de discrimination, l'antisémitisme aussi, tout cela est un poison pour la République et en l'occurrence, les propos qui sont tenus sur CNews de manière très régulière en sont un, assurément. Je vais vous faire écouter une déclaration. Je voudrais que vous réagissiez juste après, Yann Brossat. À Saint-Denis, la Nouvelle-France est affirmée et vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas rien que ça soit à Saint-Denis. Vous avez vu les histoires que je me suis fait avec les réacs en leur disant « Ah bah oui, mais Saint-Denis, la basilique, pas moyen de la faire si vous n'aviez pas demandé aux musulmans comment on fait. » Ils sont tous mis à hurler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, pas de bol. Ils ont le front de me dire que non, pas du tout. C'est les Goths qui ont inventé les arcs brisés. Mais ça va pas, les Goths, ils étaient juste capables de briser les arcs. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Mais c'est tout. Et non, le reste, la science, elle est venue. Mais pourquoi, a priori, ça serait nul? Je veux dire, il a même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes, à l'autre bout du continent africain, pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon, alors... Alors Yann Brossat, vous avez évidemment reconnu Jean-Luc Mélenchon qui animalise aussi là. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous condamnez ces propos? Je n'avais pas entendu en l'occurrence ces propos. Ce que je sais, c'est que tout ce qui nous divise, tout ce qui nous oppose les uns aux autres est à proscrire. Mais une fois de plus, posez-vous un certain nombre de questions. Moi, je ne suis pas le porte-parole. Je suis pas le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je suis porte-parole du Parti communiste. Oui, mais je voudrais quand même vous le dire. Je voudrais quand même vous le dire. Pas un mot sur votre antenne. Par exemple, sur Thierry Mégnien, qui est sénateur LR, qui a été maire du Blanc-Ménil pendant des années et qui, tenez-vous bien, menace de mort une journaliste qui s'appelle Nassira El Moaden. Menace de mort. Pourquoi? Non, mais je vous pose la question. Pourquoi est-ce que sur CNews et sur Europe 1, il n'est jamais question de ce type de déclaration? Il la déclare, il la menace de mort. C'est quand même une consoeur à vous. On n'a pas repris ces menaces de mort. Oui, mais pourquoi? Mais là, vous n'avez pas répondu. Est-ce que pour vous, Jean-Luc, vous non plus, vous n'avez pas répondu. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, ses propos sont condamnables? On parle d'une de vos consoeurs qui est menacée de mort par un sénateur, par un parlementaire, par un élu de la République. Ça ne vous fait rien? Ça ne vous pose pas un certain nombre de questions? On a le droit, quand on est parlementaire, de menacer de mort une journaliste parce qu'elle publie une enquête qui révèle des faits d'affairisme, de clientélisme au Blanc-Ménil. Alors, je comprends bien, il est LR, je crois qu'il habite le 16e arrondissement, donc sans doute que dans la sphère Bolloré, il y a une certaine sympathie pour lui. Mais enfin, quand même, posez-vous un certain nombre de questions. Alors, on va revenir évidemment sur toute cette violence dont on parle et on continue notre entretien. On va juste marquer une pause parce qu'elle est prévue et puis on écoutera Michel Onfray dont vous parliez aussi. On le réécoutera, on verra ce qu'il a dit. Restez bien avec nous à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, on reprend notre conversation. Yann Brossat, je voudrais vous faire écouter Michel Onfray qui répond aux allégations sur ses réseaux sociaux. Écoutez-le. Je comprends qu'on me fait un mauvais procès sur Internet, mais enfin, je me doute bien que la France insoumise a besoin de ce genre de faux procès pour mener son combat politique, parce que, à propos du mot qu'a utilisé M. Bali Bagayoko, quand il parlait d'allégeance, j'ai fait référence à un concept d'éthologie. Alors, je rappelle que l'éthologie, c'est une science, c'est une discipline à part entière au XIXe siècle, qui se constitue à partir de Darwin, et que j'ai fait savoir que nous n'étions pas dans la logique des mâles dominants. Alors, le mâle dominant, ça a à voir avec le mâle et pas du tout avec la couleur de peau.
Donc, j'ai beaucoup parlé du mal dominant, j'ai beaucoup parlé des tribus primitives, parce que je renvoie un philosophe important pour moi qui s'appelle Darwin, qui estime qu'il n'y a pas de différence de nature, mais une différence de degré entre les hommes et les animaux. Ça ne veut pas dire que j'animalise les hommes, mais simplement que je n'oublie pas que nous sommes des animaux. Donc, j'ai juste dit que quand on renvoyait au concept d'allégeance, on se trouvait dans des logiques éthologiques, des logiques animales qui n'étaient pas celles qu'il fallait privilégier. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau de Monsieur Bagayoko, qui a l'air d'obséder vraiment la France insoumise. Moi, je ne suis pas obsédé par les couleurs de peau. Yann Brossat, est-ce que vous êtes rassuré par ce que Michel Onfray dit ? Pas du tout. Ça fait quand même beaucoup de mots compliqués pour justifier des propos racistes. En l'occurrence, une fois de plus, Michel Onfray a comparé Bali Bagayoko à un chef de tribu. Enfin, excusez-moi, ces gens sont malades. Ces gens sont malades. Vous avez un psychologue sur un plateau qui, quand il parle de Bali Bagayoko, pense aux singes, et vous avez Michel Onfray qui, lorsqu'il parle de Bali Bagayoko, évoque un chef de tribu. Enfin, je veux bien. Enfin, vous vous souvenez de Sandrine Rousseau qui parlait de mal dominant au propos des barbecues ? Elle aussi, chef de tribu. Elle avait utilisé mal dominant, ce chef barbecue. De tribu. Ça a pu arriver. Vous savez, j'étais prof de lettres, il y a ce qu'on appelle le champ sémantique. En l'occurrence, quand on regarde le champ sémantique utilisé par ces gens, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'ambiguïté. Mais une fois de plus, l'Arcom est saisi. Ce ne serait pas la première fois d'ailleurs que CNews serait condamné. La justice, j'imagine, sera saisie. J'imagine qu'un certain nombre de gens feront un article 40. Et la justice décidera ce qu'il en est. J'ai pas trop de doutes sur le fait que tout ça tombe sous le coup de la loi. Et une fois de plus, on ne peut pas traîner dans la boue un maire qui a été élu au suffrage universel. Je sais qu'un certain nombre de gens sont furieux que Bali Bagayoko ait été élu à Saint-Denis. Il a été élu. Ça s'appelle le suffrage universel et ça se respecte. La présomption d'innocence veut qu'il n'ait pas été traîné dans la boue. Pour l'instant, une enquête aura lieu, que la justice, justement, va enquêter. L'Arcom également. Donc rendez-vous après le passage de la justice et de l'Arcom. Ça ne ferait qu'une condamnation de plus pour ce qui concerne l'Arcom. On verra, vous reviendrez évidemment en parler, vous serez le bienvenu, Yann Brossat. Parlons un peu de ce qui se passe à Paris, puisque ça y est, Emmanuel Grégoire a été intronisé officiellement maire de Paris ce week-end. Il fait du périscolaire une priorité absolue, je vous propose de l'écouter, il était sur France Info ce matin. C'est la priorité absolue de ce début de mandat. J'y consacrerai une part importante de ma journée aujourd'hui, notamment pour rencontrer le collectif MeToo École, mais aussi d'autres collectifs. Dire ma disponibilité pour rencontrer les parents. J'ai reçu effectivement hier soir un courrier principalement de parents d'élèves du 7e et du 15e arrondissement. Il y a d'autres arrondissements qui sont évidemment concernés. Je prendrai le temps nécessaire pour, évidemment, écouter toutes les doléances, les observations, notamment parce que ces collectifs ont beaucoup de propositions à faire et je les sais, pour les avoir déjà rencontrés, très experts de ces sujets. Nous allons tout remettre à plat. La table, je l'ai dit, va être renversée et nous allons tout reprendre du début. Tout reprendre du début parce que Yann Brossat, la majorité sortante dont vous avez fait partie, sent-elle qu'elle a mal géré le dossier depuis le début dans une affaire qui est proche du scandale, hein ? D'abord, vous avez eu raison de le dire, Emmanuel Grégoire a été élu. Il n'a pas été un peu élu, il a été très largement élu, en triangulaire avec plus de 50% des voix, malgré, il faut bien le dire, une mobilisation générale, y compris au plus haut sommet de l'État, pour faire élire Madame Dati. Les Parisiens ont dit qu'ils souhaitaient que cette majorité, une majorité de gauche et écologiste, continue à Paris. Le premier dossier que nous avons à traiter, Emmanuel Grégoire l'a dit très clairement dans l'extrait que vous avez passé, c'est le périscolaire. Et nous avons effectivement besoin de ruptures nettes, claires et franches sur le dossier du périscolaire. Je le dis d'autant plus librement que, en tant que président du groupe communiste au Conseil de Paris, j'ai à de très nombreuses reprises demandé qu'on ait des changements forts dans le périscolaire. De quoi s'agit-il ? Il y a beaucoup trop de vacataires, beaucoup trop d'agents qui ne sont pas suffisamment formés. Et donc on a besoin d'avoir des gens qui soient stables, qui soient formés et qui soient capables de s'occuper correctement de nos enfants. Et en particulier, d'avoir une vigilance beaucoup plus forte sur cette question de la lutte contre les violences vis-à-vis des enfants. La moindre des choses qu'on puisse souhaiter quand on met son gamin à l'école, a fortiori à l'école publique, c'est qu'il soit protégé. L'école, ça doit être un sanctuaire. Et donc oui, bien sûr, la refonte du périscolaire, c'est le premier sujet. Et dès le prochain Conseil de Paris qui devrait avoir lieu mi-avril, il y aura des décisions très claires qui seront annoncées sur ce sujet, qui est évidemment un sujet de préoccupation majeure pour les parents. Évidemment, on le comprend. Parlons de la présidentielle à présent. Écoutez, Maud Bréjon, le porte-parole du gouvernement et ministre délégué à l'énergie, qui a estimé qu'il fallait un candidat unique de la droite et du centre. Elle était sur LCI ce week-end. Nous, on dit une chose simple. On gouverne ensemble depuis la dissolution. On a gouverné ensemble avec Michel Barnier, avec François Bayrou et aujourd'hui avec Sébastien Lecornu. On travaille ensemble à l'Assemblée nationale et au Sénat dans
des milliers de villes, nous sommes réunis dans les conseils municipaux. Et donc c'est bien la preuve qu'au fond, nous avons suffisamment de valeurs communes, de convictions communes pour avancer ensemble dans cette élection présidentielle et présenter une offre partagée, un candidat unique, sans quoi nous ne serons pas au second tour. On a une responsabilité immense. Moi, je ne veux pas que ma famille politique rentre dans les livres d'histoire en ayant laissé un second tour, encore une fois, entre M. Mélenchon et M. Bardella se faire dans 1 an. Alors, on verra ce qu'il en sera, évidemment. Il y a encore 1 an. Mais à gauche, alors, parce que ça, c'est pour le bloc central. Mais à gauche, quelle est votre stratégie ? Par exemple, si on prend Paris, dont vous parliez, le Parti communiste, dont vous êtes le porte-parole, a fait le choix de soutenir le PS avec Emmanuel Grégoire et non pas donc Sophia Chikuru, qui était soutenue par la France Insoumise. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un problème pour la gauche ? D'abord, parler des présidentielles tout de suite là, alors qu'on sort des élections municipales, c'est. Non, mais je comprends bien, mais on a vraiment l'impression de jouer à saute-mouton. Et je vois déjà des sondages sur la prochaine élection présidentielle, alors qu'ils se sont complètement plantés sur les municipales, puisque nous étions donnés perdants à Paris et que finalement nous avons gagné. Donc moi, je sais une chose, c'est que on a besoin d'avoir un candidat de gauche qui soit susceptible d'être au 2e tour de l'élection présidentielle, et surtout d'un candidat de gauche qui soit capable de battre l'extrême droite. Il n'y a pas trop de mystère sur le fait que l'extrême droite sera au second tour de l'élection présidentielle. On a besoin d'avoir un candidat de gauche qui soit susceptible de battre Bardella. Et ça suppose effectivement qu'on se retrouve, qu'on discute ensemble d'un projet. Moi, je souhaite surtout que la gauche puisse très vite se mettre au boulot et avancer sur des propositions concrètes. D'abord le programme et puis le... D'abord le programme. Vous ne voulez pas nous donner un nom et qui sera bien. D'abord le programme et le candidat ensuite. Je reviens un peu sur les sondages quand même, parce qu'il n'y a pas de sondage qui a donné Rachida Dati gagnante à chaque fois. Ah non, c'est pas vrai. Il est donné au coude à coude. Mais elle était légèrement en dessous. Croyez-moi, je les lisais parce que j'ai beau ne pas les croire, je suis un peu intoxiqué aussi. Et donc, en l'occurrence, je les lisais avec... Vous rigolez, avant le premier tour. Tous les sondages de second tour donnaient Madame Dati gagnante. Tous les sondages, mais vous vérifierez, ils donnaient Madame Dati gagnante. Ils se sont plantés, et pas un peu, beaucoup. En tout cas, au second tour, vous le savez aussi bien que moi, à chaque fois, il disait que voilà, ça allait se resserrer, que l'écart allait se resserrer, mais qu'elle était toujours en dessous de toute façon. Et finalement, nous avavons gagné de plus de 10 points. Allez, merci beaucoup Yann Brossard. Je rappelle que vous êtes sénateur de Paris, porte-parole national du PCF.